Donc, je voulais dire, je suis très, très heureuse de recevoir Bertrand Scheffer, dont le livre est vraiment dans la librairie. On l'a tous beaucoup, beaucoup aimé. C'est une histoire un peu bizarre. Je ne vais pas raconter le roman. Donc, c'est Série noire, le titre l'indique, mais ce n'est pas du tout un polar. Enfin, ça pourrait, ça commence comme un polar, l'enlèvement du fils Peugeot. Et sur le scénario d'un roman policier que les ravisseurs ont lu, mais ça dépasse tout à fait ça, évidemment. On se retrouve au Festival de Cannes, c'est en 66. Hein. C'est en 60. 60-60, donc avec Godard et Anna Karina, puisque la compagne d'un des ravisseurs est une Danoise qui a rencontré Anna Karina et qui rêve de cinéma. Enfin bon, on se retrouve, sont quand même des ravisseurs un peu pieds-nickelés quand même, parce qu'ils se sont évidemment tous fait piquer. Et heureusement, l'enfant a survécu. Bon. Les pieds nickelés. Ouais. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel film de Godard il y a le. C'est peut-être À bout de souffle où ils lisent les pieds nickelés, je crois. Enfin, voilà. Hein, ouais, un truc comme ça. Bon. Donc voilà. Donc on est dans le. Et le roman est magnifique. Et vraiment, là, je dois dire qu'on a tous été emballés à la librairie. Hein. Et on l'a tous lu. Bon. Eh bien, merci. Alors, je lis un petit passage, alors, peut-être. On va prendre ça. Alors. C'est très confortable. Décroche le téléphone, s'il te plaît. Ah, tu l'as fait. Et maintenant, il faut tourner la tête et oublier quelques instants la déception d'Antonioni et la colère d'Alain Cuny au 13e Festival de Cannes. Il faut scruter la foule qui se presse dans les soirées. La plus belle fille du Danemark est là quelque part au bras de l'homme le plus recherché de France. On ne désespère pas de mettre un jour la main dans les archives du festival sur un cliché qui nous les montrera assis en tenue de soirée à quelques tables de Simenon ou d'Antonioni. Une lettre volée posée au beau milieu du décor, qui est aussi la scène idéale d'un autre crime parfait, celui-là exécuté en pleine lumière. Car on a tout lieu de supposer que la décision n'a pas été facile pour Simenon ce printemps-là, lorsqu'il fut pris malgré lui par l'attraction d'une histoire où rien ne se passe, acculé à accorder l'une des plus hautes récompenses au film qui n'utilisait l'intrigue policière que pour mieux en faire éclater le néant, renvoyant le récit à son incapacité grandissante à porter dorénavant le poids des existences. Car l'Aventura n'était pas seulement l'histoire de la disparition d'une femme sur une île déserte. C'était, Simenon le comprit tout de suite, la disparition de l'histoire elle-même, la dissolution de tout récit devant cette enquête qui s'évanouissait comme son personnage, oubliait peu à peu son objet et son but. Et si, se disait Simenon, plus familier d'Hitchcock, le film aurait pu tout aussi bien s'appeler « Une femme disparaît », dire l'Aventura, c'était voir plus loin, c'était un programme, une voie nouvelle qui s'ouvrait devant eux. On allait maintenant marcher au-dessus du vide, et sans doute le fallait-il pour éprouver pleinement ce qu'on était. Et devant le film qu'Antonioni lui-même qualifiait de série noire à l'envers, c'est une phrase écrite 15 ans plus tôt qui revenait à Simenon dans le livre qui lui avait coûté le plus et avait failli le faire mourir, c'est-à-dire qu'il avait sauvé à l'arrivée du fait même de l'écrire, sans quoi il aurait tué quelqu'un ou se serait supprimé lui-même. Il s'était déjà exprimé clairement à ce sujet. Ce livre, écrit loin de tout, en Floride, juste après la guerre, avait été pour lui l'expérience du gouffre et du vide. Et ce roman, Lettre à mon juge, était devenu rapidement célèbre, adapté au théâtre puis au cinéma. Livre gris plus que noir à proprement parler, où les petites villes françaises qu'il reconstituait depuis sa retraite américaine, Caen, Nantes et La Roche-sur-Yon, excellent, étaient devenues si abstraites, vous savez au moins les études que j'ai faites, étaient devenues si abstraites qu'elles étaient comme des toiles de De Chirico, mais paradoxalement expressionnistes, car dans la brume et le vide, le sentiment d'angoisse suintait directement des façades et des rues qui ressemblaient à des décors de théâtre posés sur rien, et les êtres,
tordu de douleur, ravagé par le désir, montré dans les convulsions de l'amour et de la peur, n'en restait pas moins abstrait et flottant. Sans doute, les gens s'étaient-ils retrouvés en nombre dans ce tableau de province néo-réaliste, décrivant les atmosphères piteuses d'être encerclés par le malheur, de filles voulant s'en sortir, à deux doigts de se vendre pour repousser les angoisses matérielles et la vie terne, absolument sans horizon, et d'hommes prêts à briser la lente construction de toutes leurs existences pour vivre enfin libres, sachant qu'ils se jetaient au même instant dans la gueule du loup, broyés par des passions qui n'avaient pas d'autre horizon que celui, radical, irréversible et absolu, de faire cesser définitivement toute souffrance. Et c'est ainsi, un livre pouvait sauver quelqu'un alors même qu'il en montrait d'autres mourir. Sans ce vide qui nous enveloppait, qui nous donnait un faux air de solidarité, disait le narrateur, je me serais probablement éloigné en essayant de prendre un air naturel. Simenon parlait ainsi de la rencontre fatale entre Charles et Martine, près des casiers de la consigne de la gare de Nantes, qui allait donner lieu à cette histoire d'amour fou qui se terminerait très mal. C'est donc à cette phrase et à toutes les autres semblables qui émaillaient Lettre à mon juge que Simenon a d'abord pensé devant l'Aventura. Sandro et Claudia errant dans ce vide qui les enveloppait, qui leur donnait un faux air de solidarité et par là les attirait irrépressiblement, n'étaient liés que par l'absence et le rien. Et c'est alors une étrange scène de crime qu'on découvre au beau milieu du festival. Le cinéaste italien met à mort le récit et l'intrigue devant leur maître attitré, qui doit fléchir, fouillant loin en lui, voyant que lui-même était déjà l'une des chevilles ouvrières de cette dissolution sans se l'avouer, et il avait beau sortir des romans de son chapeau tous les trimestres et être à lui seul une usine à scénario, il avait beau tenter de tamiser son angoisse dans le pas tranquille du commissaire Maigret, il n'avait jamais retrouvé l'intensité de Lettre à mon juge, ce livre qu'il qualifiait de mortel, qui avait été, disait-il, le plus dur à écrire et le plus salvateur, le plus nécessaire, et vers lequel le film d'Antonioni l'avait reconduit jusqu'à ce qu'il en étouffe presque. Voilà. Je posais une question. Non, mais moi, ce qui m'a impressionné à la première lecture du roman, c'est le montage du texte. Voilà, parce que c'est un texte qui a eu des... Donc, tu peux expliquer un peu comment tu as voulu monter le livre. Voilà, disons que je me suis arrêté à la fin de la première partie assez longtemps, et je savais, en vrai, je savais pas très bien comment changer de point de vue, parce que j'avais fini l'histoire des ravisseurs. Ils arrivaient un peu à la fin, il restait juste le moment où ils allaient se faire arrêter. Et donc j'étais obligé de changer de point de vue de personnage, quoi, pour parler simplement. Et je sentais bien que la question, elle n'était pas uniquement narrative, quoi. Je sentais bien qu'il y avait un problème qui était presque supérieur à celui de la narration, qui était un problème qui était un problème esthétique au fond. C'est-à-dire qu'on changeait de plan. L'histoire continuait d'une certaine façon, mais ce qui était compliqué, c'est qu'elle continuait du point de vue de la narration au sens presque policier du terme, c'est-à-dire qu'il restait quand même des choses à dire. Il restait leur arrestation, le procès, l'interrogatoire et tout ça. Mais on se déplaçait, on passait sur une autre scène, et c'était l'art, on peut dire, qui prenait en charge en fait la deuxième partie. Donc, du coup, plutôt que de changer de point de vue, je change de registre. Et pour changer de registre, en fait, je suis obligé presque de reprendre en fait la première phrase et juste qu'on se retourne pour que ça devienne une enquête plus esthétique, disons, que policière. Voilà. C'est une originalité. Policier qui n'est pas un film policier. Voilà, c'est-à-dire. C'est un roman policier qui n'est pas un roman policier. Voilà, c'est-à-dire que l'intrigue elle-même. Moi, ce qui me met sur la piste, au fond, c'est que ce fait divers ce que je trouvais le plus incroyable, c'est que ce fait divers, en soi, qui vaut ni plus ni moins qu'un autre fait divers, ça c'est pas le problème. Tous les faits divers sont extrêmement intéressants. En eux, ils ont une matière magnifique
Et d'ailleurs, enfin, je fais une parenthèse, je vois Yannick est là, et tout ça, parce qu'on parlait de Kleist et tout ça. Et j'ai vraiment découvert, par exemple, que Kleist était quelqu'un qui avait un rapport systématique aux faits divers. Pas uniquement avec le Michel Colas, etc. Mais toutes ces nouvelles sont tirées de faits divers. Et lui-même, en fait, réécrivait dans les journaux de l'époque les faits divers qu'il lisait. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc il y a vraiment une matière qui est très très forte, évidemment du point de vue narratif, très concentrée. Mais en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que Kenneth Anger dise ma seule tentative de film narratif, c'était de raconter Histoire d'eau. Voilà. Et en fait, c'est l'affaire Peugeot qui m'en a empêché. Et ça, je trouvais qu'il y avait une sorte de conjonction là, à un moment, enfin, à la fois une conjonction historique, esthétique, qui fait qu'effectivement, je suis mis sur la piste de l'abandon de la narration. Voilà. À un moment donné, voilà, le type, une fois dans sa vie, il a une envie narrative et elle est déjouée par cette affaire, quoi. Par une autre narration. Un peu redoublé. Voilà. Par une narration redoublée, mais au fond, qui est une histoire qui elle-même est tombée dans l'oubli. Et à partir du moment où j'ai accepté l'idée qu'elle était tombée dans l'oubli, ça allait beaucoup mieux, quoi. Je me suis dit, voilà, son destin, c'était précisément d'aller vers l'oubli, quoi.